Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, je vais insister sur les notions importantes de droite et de distance qui sont présentées dans le document que je vous ai distribué, le premier document que je vous ai distribué, et qui ont été également introduites dans la première vidéo que j'ai réalisée. Alors, et je terminerai par la notion de vecteur qui est également très importante. Déjà, premier point, les mathématiciens considèrent que tous les objets géométriques sont des ensembles de points et pour nommer un point, on utilise des lettres majuscules. Donc ça, c'est un premier point important à retenir. Nous avons introduit, donné l'importance du fil tendu qui donne aux mathématiciens l'idée de ce que va être un segment de droite ou une droite. Donc un objet, ce fil, il faut l'imaginer sans épaisseur, simplement avec une longueur et sa caractéristique, justement, le fil tendu, ça va être sa longueur. Il donne lieu, alors la longueur entre ces deux extrémités, la distance qui va séparer ces deux extrémités. Les extrémités du fil, ça va être, le mathématicien va considérer que ce sont des points. Et un segment de droite, finalement, c'est son image, sa représentation physique et celle d'un fil tendu par ces deux extrémités. Et nous notons en mathématiques le segment de droite avec le nom de ses extrémités entouré de crochets. Le segment de droite est un ensemble de points qui fait partie d'un ensemble de points beaucoup plus grand qu'on appelle la droite. Une droite qui n'a pas d'extrémité cette fois. Il faut imaginer un fil tendu avec une longueur infinie, mais infinie, et ses extrémités sont également à l'infini, si vous voulez, à une distance infinie. Première propriété donc à retenir d'une droite, c'est que par deux points distincts, le contraire de distinct étant confondu, il passe une droite et une seule. Les deux points définissent la droite, donc on peut appeler la droite en utilisant ces deux points-là. Par exemple, la droite CD, c'est la droite qui passe par les points C et D. On sait qu'il n'y en a qu'une seule, donc on peut lui donner ce nom-là. Nous avons introduit, on parle d'ensemble de points, donc il est important de connaître les différentes opérations que l'on fait avec des ensembles. Un ensemble est constitué de points. Le point grand A est un élément de l'ensemble, est un point d'une droite. Et pour dire ça, on va dire que le point grand A appartient à la droite petit d, si la droite D passe par le point grand A. Voilà, donc je reviens sur le fait que si vous avez deux points C et D, l'ensemble des points qui constituent ce segment de droite est inclus dans la droite petit d. Ça veut dire que tout point du segment est aussi un point de la droite petit d, le contraire étant faux. Vous pouvez avoir un point sur la droite petit d qui n'appartient pas au segment CD. Tout ça, il faut savoir l'écrire de façon mathématique. Le symbole pour dire que un ensemble est inclus dans un autre, c'est un C allongé. Et le symbole d'implication ici, vous avez ici deux phrases mathématiques qui peuvent être vraies ou fausses. Là, on vous dit le point grand C appartient à la droite petit d et le point grand D appartient à la droite petit d. Alors, si cette phrase est vraie, eh bien la phrase qui est ici, qui indique que le segment CD est inclus dans la droite petit d, est également vraie. Donc ça, c'est le symbole d'implication. Grand M appartient à D. Donc cette implication-là se lit aussi si le point grand M appartient au segment CD, alors le point grand M appartient aussi à la droite D. Et ça veut dire que le segment CD est inclus dans la droite petit d. Cette propriété caractérise le fait que l'ensemble l'ensemble de points constitué par le segment CD est inclus dans l'ensemble de points constitué par la droite petit d. On peut dire que D égale CD puisque les deux points CD définissent une droite et une seule. Et comme ces points appartiennent à la droite petit d, ça veut dire que D égale CD. Les CD comme ça, sans crochet, on désigne la droite CD. Voilà, on a introduit dans la vidéo précédente les outils règles et compas. En fait, le fil tendu est à la fois une règle et un compas de référence. Un compas, donc une règle, ça sert à tracer des lignes droites. Et le compas, lui, va nous permettre de reporter les longueurs des segments de droite. C'est prendre l'empreinte d'un segment de droite, retenir la longueur, la distance qui sépare ces deux extrémités et pouvoir la reporter sur deux autres points de notre feuille. Voilà, donc c'est ce qu'on fait ici par exemple. Vous avez deux points de la feuille A et B. Vous prenez votre compas, vous mettez les deux extrémités du compas, une sur A, l'autre sur B,
et puis vous reportez, vous déplacez votre compas. Ce compas, lorsqu'on va le déplacer, va conserver la longueur du segment AB. Il ne va pas conserver sa direction, mais il va conserver sa longueur, et il va pouvoir la reporter sur un autre segment de droite. Et on va pouvoir ainsi faire des mesures, mesurer des distances en prenant un segment de droite qui sert d'unité et voir combien de fois ce segment de droite est inclus dans le segment dont on cherche à mesurer la longueur. Alors ça, on l'a vu dans la première vidéo, je n'y reviens pas. Ça va nous permettre d'associer un nombre à chaque longueur de segment. Et ce nombre, c'est la distance qui sépare ces extrémités. Cette distance, on la note avec des valeurs absolues. C'est un nombre positif qui indique combien de fois la longueur du segment unité est contenue dans la longueur du segment AB. Donc ça, c'est quelque chose de très important à bien connaître. Vous changez le segment unité, vous changez donc la longueur de référence et vous allez changer le nombre qui mesure la distance de A à B, puisque ce nombre dépend de l'unité utilisée. Il indique combien de fois je peux inclure finalement le segment unité dans le segment AB. Voilà, donc on a vu dans la vidéo que les géomètres, eux, vont faire des mesures de longueur, mais avec une certaine précision. Par contre, le mathématicien considère qu'il dispose d'une précision infinie et donc peut associer vraiment à chaque longueur, à chaque distance entre deux points, un nombre unique qui est le nombre réel, qui appartient à l'ensemble des réels grand R. Voilà, alors juste au niveau vocabulaire, une longueur, mais c'est vraiment en détail, une longueur c'est une propriété d'un segment de droite, alors qu'une distance c'est un nombre positif qui dépend de l'unité choisie. Donc c'est important, mais nous ferons souvent, et je le fais dans la vidéo d'ailleurs, la première vidéo, nous confondrons souvent ces deux notions. La notion de longueur d'un segment de droite et distance entre ses extrémités. On considérera, voilà, on ne distinguera pas les subtilités qui sont données ici au niveau des définitions. Voilà, évidemment, nous, quand nous allons faire une mesure de longueur, nous sommes limités par la précision, à la fois la précision de nos instruments et puis le fait qu'on utilise des P qui ont une épaisseur et des points qui ont donc du coup une certaine dimension, ce qui n'est pas le cas du point du mathématicien. Alors, voilà un exemple de points ici qui sont alignés. On arrive à des notions importantes de points alignés. C'est ce que nous avons vu également dans la vidéo précédente. Si on part d'un point grand O et qu'on se déplace en conservant la même direction et le même sens, eh bien, on va se déplacer sur une droite. Ça, c'est quelque chose de très important à bien comprendre. Et mesurer les distances entre deux points en considérant comme segment unité OI, ici ça va être très simple. La distance de OAI va être égale à 1 puisque c'est le segment unité. La distance de BA, il suffit de compter le nombre de fois je peux mettre le segment OI dans le segment AB. Une fois, deux fois, une fois, deux fois et trois fois. Donc la distance de A à B ou la distance de B à A, c'est pareil. On a une symétrie, propriété de symétrie ici. Elle est égale à 3. La distance de B à C, eh bien c'est 1, 2, 3, 4, 5. La distance de CAD, c'est ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La distance de BAD, ça va être 5 plus 7, c'est-à-dire 12 fois. Je peux mettre 12 fois le segment OI dans le segment BD. Et on remarque que BC plus CD est égal à 5 plus 7, c'est-à-dire 12. Et ça, c'est une propriété qu'on a également indiquée dans la première vidéo, qui est très importante. Quand je me déplace dans la même direction, eh bien, je peux ajouter les longueurs des segments que je parcours. Voilà, cette propriété ici, je peux la représenter ici. Vous voyez, vous avez le point grand M. Lorsque le point grand M est entre O et I, ça veut dire que le point grand M appartient. Lorsque le point grand M... Je vais prendre un trait un peu plus épais. Lorsque le point grand M appartient au segment de droite OI, eh bien cette propriété-là est équivalente. Donc j'ai un implique dans les deux sens, un implique dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et on l'écrit comme ça. Donc
la réunion de ces deux symboles nous fournit le symbole d'équivalence. Un point grand M appartient au segment de droite OI. On dit aussi que le point grand M est entre O et I. Eh bien, si et seulement si la distance de O à M plus la distance de M à I est égale à la distance qui sépare les deux extrémités. C'est ce qu'on voit ici en vert, vous voyez. Quand le point grand M qui est ici se situe entre O et I, vous voyez que la somme OM plus MI est constante, égale à la distance entre les deux extrémités. Voilà, cette distance, évidemment, elle est mesurée grâce à un segment de longueur unité que je modifie ici. Donc, vous voyez, par exemple, ici, la distance de O à I va être égale à 2,6 fois la longueur du segment unité qui est, je ne sais pas si vous le voyez, qui est ici. Hein. Ça, c'est la longueur, c'est le segment unité. Sa longueur est égale à 1. Et donc, pour aller de O à I, je vais faire 2,6 fois cette longueur. Et quand je déplace grand M dans le segment OI, la somme des distances OM plus MI est constante, égale à la distance entre O et I. Si je me déplace maintenant sur la droite, toujours, je déplace le point grand M en conservant une même direction et ici un même sens, la distance de O à M, vous voyez, augmente au fur et à mesure que je me déplace. Et elle est égale à la distance de O à I ici, plus I de I à M. Quand je suis sur la partie mauve de ma droite, c'est le point grand I qui se situe entre O et M. Et ce sont ces propriétés-là, donc en mauve, qui sont sur lesquelles je constate l'égalité. Quand par contre je vais me déplacer sur la partie en bleu, cette fois c'est le point grand O qui est entre M et I. Donc vous voyez, 3 points alignés, il y a forcément un des 3 points qui se situe entre les deux autres. Et ici c'est MO plus OI qui est égal à IM. Voilà, donc quelque chose d'important. Hein. Bien relier le fait qu'un point grand M appartient au segment OI, on peut le caractériser à partir de propriétés sur les distances entre les points OI et M. On a un exercice voilà, ici. Donc je reprends, donc ce sont des définitions importantes. Hein. Quand 3 points sont alignés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils appartiennent à une même droite. Et donc 3 points alignés appartiennent à une même droite. Et si les 3 points sont alignés, c'est forcément que l'un d'eux est entre les deux autres. Et vous devez savoir, à partir de, si je donne la distance, comme ça vous avez 3 points, les distances qui séparent chacun de ces points, vous devez être capable de dire si ces points sont alignés ou pas. Pour cela, vous allez prendre les deux distances les plus petites, vous les additionnez. Donc si on fait 7, je vais diminuer la taille de mon trait cette fois. Si on fait 7 plus 3, on trouve 10. Ça veut dire que la distance de E à F plus la distance de E à G est égale à la distance de F à G. Alors ça, on peut l'écrire, évidemment, une distance de E à F, c'est la même chose que la distance de F à E. Donc la distance de F à E plus la distance de E à G est égale à la distance de F à G. Et là, on voit bien que le point grand E est entre F et G. Et cela justifie le fait que, donc ça veut dire que grand E appartient au segment FG. Et ça veut donc dire que les 3 points sont bien alignés. Voilà, et voilà ce que j'attends comme réponse à un exercice de ce type-là. Donc les demi-droites, je viens d'en parler. Important de connaître également les symboles de réunion. Hein. La réunion de deux ensembles, c'est encore un nouvel ensemble. La réunion de deux ensembles de nombres ici, c'est un ensemble de nombres et qui est constitué de tous les nombres que vous obtenez, que vous avez dans le premier et le deuxième ensemble. L'intersection, par contre, de deux ensembles, c'est un nouvel ensemble qui, lui, ne contient que les nombres qui sont à la fois dans le premier ensemble et dans le deuxième. Et quand on fait des intersections au niveau des ensembles de points, c'est pareil. Si vous prenez la demi-droite IS, si je la dessine, par exemple ici en bleu, elle est ici. C'est ça la demi-droite IS, d'accord? Le point grand I appartient à la demi-droite IS. Le grand I appartient à la demi-droite IS. C'est le point grand S aussi appartient à la demi-droite IS. N'importe quel point qui est sur la ligne bleue ici appartient à la demi-droite IS. Et si vous faites l'intersection de cette demi-droite avec le segment OI qui est ici, bon, j'ai pas pris
qui est constitué des points entre O et I, vous prenez également les extrémités O et I, et bien vous avez un point en commun, c'est le point grand I. Voyez, vous écrivez ça comme ça. Donc ça, c'est aussi des notations qu'il est important de bien connaître. Des ensembles disjoints, c'est quoi deux ensembles disjoints? C'est deux ensembles dont l'intersection est égale à l'ensemble vide que vous avez ici. Voilà, ça aussi, c'est du vocabulaire qu'il est important de bien connaître. Et nous arrivons à la notion, alors oui, donc voilà, deux ensembles sont disjoints si et seulement si leur intersection est l'ensemble vide. Donc ça aussi, ce sont des définitions qu'il faut connaître. Donc ici, on voit qu'une droite, on peut la considérer comme la réunion de trois ensembles disjoints. Mais bon, ça, vous pourrez le lire. Et quand on écrit un segment de droite ici, en mettant les crochets dans l'autre sens, ça veut dire qu'on ne considère pas les extrémités. Le segment de droite est dit ouvert, d'accord, des deux côtés, O et I. Évidemment, dans ce cas-là, l'intersection entre le segment de droite ouvert et la demi-droite IS, eh bien, c'est l'ensemble vide. Donc les deux ensembles sont disjoints. De même, la demi-droite OR, qui était celle qui était de l'autre côté ici, eh bien, son intersection avec le segment ouvert est également l'ensemble vide. L'intersection entre les deux demi-droites qui sont là est aussi l'ensemble vide. Entre les deux, nous avons le segment OI. Et leur réunion, par contre, la réunion de ces trois ensembles disjoints 2 à 2 forme la droite définie par les points O et I. Alors, quand vous avez deux points, on arrive à la notion de vecteur. Quand vous avez deux points, eh bien, ces deux points définissent un changement de position. Vous avez un point, par exemple, le point A et B, vous allez considérer que le point A est un point de départ, le point B, c'est le point d'arrivée, et le vecteur, c'est un objet mathématique qui va contenir les informations nécessaires pour qu'on puisse faire le déplacement qui va nous permettre d'aller de A à B. Ce déplacement, on peut le représenter par une flèche, mais vous voyez, cette flèche, je peux la dessiner n'importe où. On peut très bien dire que voilà, ici la flèche en rouge, c'est encore le vecteur AB, bien que les extrémités ici soient C et D. Je peux quand même appeler ce vecteur AB. Le vecteur, lui, me dit simplement comment je fais pour aller de C à D. Et alors pour me déplacer de C à D, j'ai fait le même déplacement que celui pour aller de A à B. Alors c'est quoi ce déplacement? Qu'est-ce qui le caractérise? Eh bien, vous avez ici les trois informations nécessaires pour définir un déplacement, donc un vecteur. C'est d'abord la longueur, la distance à parcourir, la longueur du segment AB. Et cette longueur, voilà, donc on a introduit ce qu'étaient les distances et les longueurs dans ce qui précède. Mais si je donne une longueur, ça ne suffit pas. Si vous êtes dans l'espace, par exemple, et que vous considérez tous les points qui se situent à une certaine distance d'un point donné, vous avez une sphère. Dans le plan, vous allez avoir un cercle. D'accord ? Et donc, vous ne savez pas sur quel point de ce cercle, quel est le point de ce cercle qui correspond au point d'arrivée. Pour ça, vous avez besoin de préciser une direction. Alors, la direction, on va en parler beaucoup dans la vidéo suivante. Mais quand vous vous déplacez sur une droite, par exemple, vous conservez toujours une même direction. Par contre, vous avez deux sens de déplacement possibles. Et voilà les deux informations qui nous manquent pour pouvoir définir un déplacement. D'accord ? Quand vous vous déplacez sur une droite, vous avez toujours une même direction, mais par contre, il faut préciser le sens et la longueur de votre déplacement. Voilà. Donc ces trois informations, une longueur, la longueur du segment AB, une direction définie par la droite AB cette fois, puisque vous prenez deux points sur une droite et deux autres points sur une droite, ou deux segments quelconques dont les extrémités sont sur une même droite, et bien ces deux segments, à condition évidemment que les extrémités ne soient pas confondues, qu'on puisse parler de direction de ces segments, bien les directions de ces deux segments seront les mêmes. Un segment, c'est un ensemble de points. Par contre, le sens, un segment de droite n'a pas de sens, et c'est pour ça qu'on introduit, c'est pour ça. Ce sont des objets très différents. Un segment de droite, c'est un ensemble de points. Un vecteur, ça n'est pas un ensemble de points. En fait, un vecteur n'est pas la flèche qui est ici. La flèche ici est un ensemble de points finalement, c'est un segment orienté, mais le vecteur, ce n'est pas un segment orienté. D'accord ? Un vecteur, contient des informations qui sont la longueur. En fait, il contient finalement, nous verrons qu'il pourra être caractérisé par deux nombres, quand on introduira la notion de base. Les notions de base,
la base, hein, voilà, constituée de... Voilà. Et, euh, et voilà. Alors, quand on parle de la longueur du segment AB, ben, voilà, longueur du segment AB, la distance entre deux points A et B, mais par contre, pour le vecteur AB, ben, il va falloir introduire un autre nom qui correspond à cette grandeur, à cette longueur du segment AB. Ce nom, c'est la norme. On parle pour un vecteur de la norme du vecteur AB. La norme du vecteur AB, ben, c'est tout simplement égal à la distance de A à B. Simplement, comme le vecteur AB, ça n'est ni un segment ni deux points, donc on est obligé d'introduire un autre terme que distance entre deux points ou longueur d'un segment. Et donc c'est norme d'un vecteur. Voyez. Voilà. Alors, important ici, quand vous en physique par exemple, j'ai oublié de dire qu'effectivement un vecteur, on s'en sert ici en mathématiques pour décrire un déplacement, mais on peut aussi s'en servir. D'ailleurs, le défi de votre livre cahier contient des vecteurs qui représentent des forces. Mais attention, quand un vecteur représente une force, enfin, un vecteur ne suffit pas à représenter une force, il faut en plus ajouter un point associé à ce vecteur qui est le point d'application de la force. Donc si vous voulez le point de départ ici quand on raisonne avec un vecteur comme un changement de position. Un objet qui décrit un changement de position. Et alors, voilà, donc deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction, même sens et même longueur. C'est normal. Et la notion de vecteur directeur, nous on s'est surtout intéressé dans cette première partie, dans cette deuxième vidéo, et donc dans cette première partie et dans ce document à la droite, au segment de droite, et on va aboutir à la droite graduée avec une droite qui va être définie par un point grand O et un vecteur directeur OI, un vecteur qui a la même direction que la droite, qui va nous fournir à la fois la direction de la droite et l'unité de longueur. On va considérer que la norme du vecteur OI est égale à 1. Et à partir de là, nous allons pouvoir graduer la droite. Et nous allons, à chaque point de cette droite, va correspondre un nombre unique qu'on appelle, à chaque point de cette droite, il va correspondre à un nombre unique qu'on appelle abscisse du point considéré, dans ce qu'on va appeler un repère. Un repère va être déterminé par un point de la droite, ici le point grand I par exemple, et un vecteur directeur de la droite, qui va nous servir également de vecteur, qui va nous donner donc la direction de la droite et la longueur entre deux graduations. Voilà, ça ici nous avons un repère de la droite qu'on pourra appeler petit d. Voilà, et à partir de ce repère, on va pouvoir associer un nombre à chacun des points de la droite qui est ici. Et ce nombre, vous voyez, va nous dire comment... Alors, prenons par exemple le point I3 ici. Pour aller du point O au point I3, eh bien, nous devons faire un déplacement qui est égal à 3 fois le déplacement du vecteur de base. OI, c'est le vecteur de la base. Et la base contient qu'un seul vecteur, qui est le vecteur OI. Voilà, ça c'est la base. Vous ajoutez à la base un point particulier et vous obtenez un repère d'une droite. Et grâce à ce repère, vous allez pouvoir associer un nombre, une abscisse à chacun des points de la droite. Donc c'est quelque chose de très important. Et ce nombre indique combien de fois on doit faire le déplacement OI en partant de l'origine du repère. Donc ici, ça c'est l'origine du repère. En partant de l'origine du repère, comment on va faire pour se déplacer? Quel est le déplacement qui me permet d'aller au point I3 ici? Eh bien, je prends l'abscisse du point I3, je la multiplie et elle me donne le nombre de fois que je dois faire le vecteur OI pour arriver, en partant de haut, arriver à I3. Alors quand on a un nombre, une abscisse négative, ça veut dire qu'on doit faire le déplacement dans le sens opposé du vecteur OI. Donc on doit faire par exemple ici moins 2 OI, on doit faire 2 fois le déplacement défini par IO, tout simplement. Donc c'est quelque chose de très important. Voilà, ici il y a les définitions qui sont reprises dans le document que je vais distribuer. Alors vous remarquez que l'abscisse du point, c'est la distance finalement entre l'origine du repère et ce point grand M, puisque la norme du vecteur de la base est égale à 1. D'accord? Et alors on aboutit à ce qu'on appelle l'équation vectorielle d'une droite, c'est-à-dire en fait
et c'est plutôt ici qu'on va la lire, c'est cette partie-là qui est vraiment très intéressante. On a un point grand M appartient à la droite AB, si et seulement si il existe. Alors ce symbole-là, c'est le symbole il existe, qu'il faut aussi connaître. Il existe un nombre appartenant à l'ensemble des réels, tel que pour aller de A à M, eh bien, on doit faire K fois le déplacement défini par le vecteur AB. Ici, quand on écrit ça, K, on peut dire que K est l'abscisse du point grand M dans le repère ayant pour origine grand A, puisqu'on part du point grand A. Hein. Quand on écrit AM, le point de départ c'est grand A, le point d'arrivée c'est grand M. Et pour aller de A à M, on doit faire le déplacement K fois AB, c'est-à-dire se déplacer. Voilà, je ne vais pas me répéter 1000 fois. Et AB, c'est le vecteur de la base. Voilà, ici un exercice qu'il faut savoir faire également. On a dessiné une droite AB qui est définie donc, par les points A et B. Et on va donner des abscisses. En fait, les nombres qui sont ici, ce sont les abscisses du point... Là, le 2, c'est l'abscisse du point grand C dans le repère A, AB. D'accord ? Alors, nous, ici, on va utiliser un repère plus précis. On va introduire un deuxième repère plus précis qui est le repère AI. D'accord ? Et donc, on remarque que I, on a AB qui est égal à 3 fois le vecteur I. Pour aller de A à B, je fais 3 fois le vecteur I. Une fois, deux fois, 3 fois. Donc le vecteur I est égal à 1 tiers du vecteur AB. Donc si on me dit que AC est égal à 2 fois AB, il est donc égal à 6 fois I. Hein. Il suffit de remplacer AB par 3 fois I et on obtient 6. Donc pour aller de A à C, je fais 6 fois I et j'arrive ici. Pour aller de A à D, je fais 1 tiers de fois le vecteur AB, donc 1 tiers de fois 3i, eh bien 1 tiers de AB, le point grand D, il est ici. J'aurais pu changer de couleur, hein. Je vais changer de couleur. Donc le point grand D ici, le point grand C ici, on continue. Donc on me dit que l'abscisse du point grand E dans le repère A à B, c'est 4 tiers. Eh bien, donc 4 tiers, si AE, je vais l'écrire ici, hein, AE est égal à 4 tiers de AB, donc il est égal à 4 tiers fois AB qui est égal à 3 fois I, et donc est égal à 4 fois I. Donc pour aller de A à E, je fais 4 fois le vecteur I, 1, 2, 3, 4, le point E se situe ici. Pour aller de A à F, je vais faire 8 fois le vecteur I, on a compris comment ça marche, hein. Donc le point grand F est ici, à l'abscisse 8 dans le repère A et petit i. Le point grand G, il a pour abscisse moins 1 dans le repère petit i. Moins 1 tiers, pardon, dans le repère petit. Donc AG est égal à moins AB. Voilà, donc c'est moins AB. AB c'est 3 fois I, donc moins 3i. Donc c'est 3 fois le vecteur moins I. Hein. Alors je vais faire ça en vert. Une fois le vecteur moins i, 2 fois le vecteur moins i, 3 fois le vecteur moins i, j'arrive au point grand G ici, moins 3. Donc l'abscisse du point grand G dans le repère AI, c'est moins 3, mais dans le repère AAB, c'est moins 1. Donc ici, on a moins 7 tiers comme abscisse du point grand H, dans le repère dont l'origine, c'est grand A, et qui a comme vecteur directeur AB, eh bien si je change le vecteur directeur, je ne prends pas AB, je prends I, eh bien ce point grand H a pour abscisse moins 7. Moins 7, c'est ici pour le point grand H. Et alors faites attention ici maintenant, on change d'origine, on part de B. Donc pour aller de B à I, je fais moins 7 tiers de AB, donc je fais moins 7I, puisque AB c'est 3 fois I. Donc pour aller de B à I, je fais moins 7I, je pars de B. Je vais encore changer de couleur pour bien montrer ce truc-là. Je vais prendre du noir. Je pars de B et je fais moins 7i, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. J'arrive ici pour le vecteur, pour le point grand I. Voilà, le point grand I a pour abscisse moins 4 dans la base, dans le repère AI.
dans le repère BI, il aurait comme abscisse moins 7, hein, moins 4 et 3 ici d'abord en partant de B. Donc 3 plus 4, ça fait bien 7. Et je me suis déplacé vers la gauche, donc c'est un signe moins. Et alors je pars de B pour aller à J, je fais moins 11 cette fois. Donc je pars de B, je fais moins 11, donc ça va faire 3 et 8 encore. Donc je vais arriver ici, ici pour le point grand J. Le point grand J qui est égal, enfin qui a pour abscisse moins 8 dans le repère AI. Voilà. Eh bien, voilà, ça c'est quelque chose de bien important à bien connaître. Dans une troisième vidéo, je vais introduire un petit peu la notion de plan, puisqu'on travaille dans un plan. Là, on travaille jusqu'à présent sur une droite. Et évidemment, quand on fait de la géométrie analytique plane, on travaille dans un plan. Alors, analytique, on a un peu progressé, puisqu'on s'est associé maintenant à chaque nombre un point qui est son abscisse. Et c'est ça, la géométrie analytique, c'est qu'on va faire la géométrie en faisant des calculs sur des nombres. Voilà. Et la notion de repère va nous permettre d'associer à un point. Sur la droite, un seul nombre, mais dans le plan, on aura besoin de deux nombres, son abscisse et son ordonnée, pour pouvoir définir sa position dans un repère. Je vous remercie de votre attention.